Donc bonjour à tous. Alors, je vais vous parler dans cette présentation de résultats que nous avons obtenus autour de l'utilisation de techniques d'apprentissage machine dans le contexte de l'optique ultra rapide dans les fibres optiques. Alors, ces différents travaux ont été obtenus à travers différentes collaborations. Donc, les collaborations avec l'Université d'Aston, avec ma collègue Sonia Boscolo, une collaboration très fructueuse également avec Ginseng Peng de l'Université d'East China et dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Optimum, une collaboration avec John Marie Dudley. À ces travaux ont également participé deux doctorants à l'époque, Andrei Yermolaïev à l'Institut FemtoST à Besançon et Anastasia Chevaleva qui était sous ma direction au laboratoire interdisciplinaire Canot de Bourgogne, qui est un laboratoire de physique à l'Université de Bourgogne. Alors, je n'ai pas besoin, je pense, de vous présenter les techniques d'apprentissage machine. Elles ont désormais envahi notre quotidien, notamment à travers les géants du numérique. Ce qui est bien à travers ces techniques, c'est qu'elles sont également disponibles très facilement. On a beaucoup de codes qui sont en libre accès, si bien qu'on peut facilement les mettre en œuvre. Alors, quand on parle de technique d'apprentissage machine, on ne parle pas d'une technique unique, on va parler d'un ensemble très varié de techniques. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter trois de ces techniques avec leurs applications et je vais me focaliser sur les techniques parmi les plus simples, comme des techniques de clustering, des techniques de réseaux neuronaux feed-forward et des algorithmes génétiques. Alors, un point qui est intéressant quand on mélange l'apprentissage machine et la photonique, c'est que les deux disciplines peuvent tirer profit l'une de l'autre. En effet, on peut utiliser la photonique pour augmenter la vitesse des processus d'apprentissage machine à travers des nouveaux composants qui fonctionnent à la vitesse de la lumière avec une consommation énergétique basse. L'inverse est aussi vrai, on peut utiliser le machine learning pour améliorer la photonique et les applications qui utilisent la lumière. Donc tout ça, ça peut concerner aussi bien des composants photoniques que des signaux photoniques. Alors, pour illustrer un petit peu les nouveaux dispositifs photoniques qui peuvent être mis en œuvre, on a toute une gamme de solutions qui existent et qui a déjà été démontrée. Il peut s'agir de composants diffractifs, il peut s'agir de composants d'optique guidée. On peut avoir l'utilisation aussi de peignes de fréquences qui sont composés de raies régulièrement espacées. On peut aussi utiliser des interféromètres de Mach-Zehnder qu'on va cascader en un grand nombre. On peut utiliser aussi des lasers. Et enfin, une autre solution, c'est d'utiliser une simple fibre optique multimode. Et dans ces conditions, le nombre élevé de modes va être une richesse qu'on va pouvoir exploiter et les interactions non linéaires entre tous ces modes vont ouvrir des possibilités extrêmement intéressantes pour l'apprentissage machine. Alors, j'en dirai pas plus sur ce volet parce que c'est pas forcément l'utilisation de photonique pour l'intelligence artificielle qui va être le sujet de cette présentation. Ça va être plutôt l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux exploiter un signal optique. Et alors, parmi les applications, les premières qui ont tiré parti des possibilités de l'apprentissage machine, on peut citer les télécommunications optiques et bien sûr tout ce qui est imagerie. On a eu aussi, j'en ai déjà parlé, le développement de composants dont la structure peut être améliorée grâce à des techniques d'apprentissage machine. Et enfin, ce qui sera le sujet vraiment au cœur de cette présentation, ce sera l'optique ultra brève, donc typiquement des impulsions de quelques picosecondes pour nous, voire un peu plus bas,
Et ce qui va nous intéresser, c'est quand on sera en présence de non-linéarité et quand on se propagera dans une fibre optique. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on envoie de la lumière dans une fibre optique qu'on va considérer, avec un seul mode de propagation? Eh bien, la lumière qui va se propager dans cette fibre, elle va être soumise déjà à un effet dispersif. C'est lié aux propriétés de dispersion chromatique du matériau et du guidage de la fibre. Ensuite, on va avoir l'impact de la non-linéarité Kerr qui est lié à la silice. La silice étant symétrique, c'est bien une interaction non linéaire d'ordre 3 qui va intervenir. Et enfin, dans une fibre optique, on peut aussi avoir un impact du gain ou bien des pertes. Donc ça fait trois effets qu'on peut en première approximation considérer. Et ce qui est assez bien avec ces fibres optiques, c'est que le modèle sous-jacent pour prendre en compte ces différents effets, c'est un modèle relativement simple qui est décrit par l'équation de Schrödinger non linéaire auquel ici on a adjoint un terme de gain. Alors, cette équation, elle admet quelques solutions analytiques, mais très peu, et généralement, on doit la résoudre numériquement par une technique qui s'appelle la technique de la transformée de Fourier à pas divisé. C'est une technique qui fonctionne bien, qui est assez efficace et qui permet, quel que soit le régime de la dispersion, c'est-à-dire pour un terme bêta 2 ici positif ou négatif, de prévoir des dynamiques non linéaires qui sont extrêmement différentes. Alors, de quoi maintenant je vais vous parler? Eh bien, j'ai décidé de décomposer cette présentation en quatre sous-parties. Dans la première, je vous parlerai de l'utilisation des techniques d'apprentissage pour prédire ce qu'on obtient en sortie de la fibre. Ensuite, j'évoquerai comment on peut utiliser ces nouvelles possibilités d'intelligence artificielle pour connaître les paramètres à mettre en œuvre quand on a une certaine cible qu'on désire. Je montrerai également dans la partie suivante eh bien, que l'utilisation de nouveaux algorithmes permet de gagner en termes de compréhension physique des dynamiques non linéaires qui peuvent se développer. Et enfin, dans une dernière partie qui sera vraiment tournée vers l'aspect expérimental, eh bien, je montrerai que grâce à ces techniques d'apprentissage, on est capable d'aller chercher des nouveaux modes de fonctionnement. Eh bien, on va commencer ce voyage avec des résultats qui ont été principalement obtenus au niveau de l'Institut Carnot de Bourgogne. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, la propagation dans la fibre optique est décrite par l'équation de Schrödinger non linéaire avec éventuellement un terme de gain. Alors, c'est pas parce que on appelle cette équation s'appelle l'équation de Schrödinger que derrière c'est une équation quantique, hein, pas du tout. Ici, on reste dans de l'optique classique. Si on regarde le nombre de paramètres qui sont impliqués, rien que pour décrire les paramètres de la fibre, il nous faut déjà 4 variables. Après, on peut aussi varier nos conditions initiales et on peut jouer sur la puissance d'entrée, la durée de l'impulsion, le niveau de chirp, c'est-à-dire la dérive de fréquence de l'impulsion initiale, et puis également, pourquoi pas, sur la forme de l'impulsion qu'on utilise. Alors là, ça commence déjà à nous faire 8 paramètres différents sur lesquels on peut jouer. Et avant de se lancer dans des techniques d'apprentissage machine, ce qui peut être utile, eh bien, c'est déjà de regarder cette équation, de regarder sa symétrie et de regarder les paramètres qui pourraient être normalisés. Donc, quand on fait ça, eh bien, on voit que notre problème, on peut réduire son nombre de paramètres en normalisant nos données et en utilisant ici xi, une distance de propagation normalisée, ici un temps normalisé et ici
un paramètre n qui va être relié à la puissance. On peut aussi utiliser ici un gain normalisé. Alors, l'intérêt de cette approche, c'est que grâce à ça, on va pouvoir diminuer le nombre de nos paramètres et ainsi obtenir aussi des lois qui seront beaucoup plus facilement généralisables à différentes situations. Alors, le premier problème qu'on va essayer de traiter, c'est un problème où on a un certain nombre de ces variables normalisées, donc un certain nombre de conditions initiales normalisées, prenant en compte aussi bien les propriétés de l'impulsion que les propriétés de la fibre. Et ce qu'on veut, c'est une boîte noire qui nous prédise les profils d'intensité temporelle et spectraux en sortie de la fibre. Donc pour ça, on va choisir une solution parmi les plus simples qui est un réseau neuronal. Alors, comment c'est composé un réseau neuronal? Eh bien, la brique de base, c'est le neurone. Le neurone, c'est la plus petite unité. Sur chaque neurone, on va avoir un certain nombre de connexions. Donc ça va être soit relié au neurone précédent, soit relié aux variables d'entrée. Ces différentes connexions sont pondérées, donc elles ont toutes un poids qui peut être différent. On peut aussi avoir un bias, donc une petite différence, et on va combiner toutes ces entrées du neurone et le résultat va passer à travers une fonction d'activation qui va nous sortir la sortie du neurone. Donc cette fonction d'activation, c'est une fonction non linéaire. Il y en existe plusieurs en intelligence artificielle. Donc ça, le neurone, c'est la brique de base. On va ensuite associer des neurones sur différentes couches, chaque couche étant connectée à la précédente et à la suivante. Donc, pour que ça fonctionne, maintenant qu'on a fait tout cet agencement de neurones, eh bien, il faut trouver les bons poids à mettre sur chacune des connexions. Et pour trouver ces coefficients, eh bien, ce dont on a besoin, c'est un ensemble assez important de données. Donc, typiquement, on va prendre un large ensemble pour lequel on a différentes conditions initiales et différents profils d'intensité en temporel et en spectre qui constituent nos données de sortie. Et on va entraîner le réseau neuronal, donc on va lui donner ces différentes informations et lui, il va chercher automatiquement, grâce à un algorithme performant, les meilleurs poids à mettre sur chacune des connexions. Une fois qu'il a réalisé ce travail, eh bien, on dit que le réseau est entraîné et normalement, si tout s'est bien passé, pour n'importe quelle nouvelle condition initiale, il va être capable de prédire avec, on l'espère, une grande précision les profils d'intensité et les spectres en sortie. Donc, une fois entraîné, c'est comme une boîte noire. Bon, eh bien, on a fait tout ça et voilà un exemple de résultat. Donc des profils d'intensité temporelle et spectraux. En rouge, c'est l'impulsion initiale. On voit que la dynamique a très fortement modifié les propriétés temporelles et spectrales de notre impulsion. On a donc une propagation qui mêle la dispersion et la non-linéarité. Ce qu'on voit aussi, c'est que les prédictions de notre réseau neuronal, qui sont représentées par les points bleus, eh bien, on les a en très bon accord avec les prédictions obtenues par l'équation de Schrödinger non linéaire. Donc là, on a des beaux exemples qui nous montrent qu'on peut substituer, une fois entraîné, notre réseau neuronal à l'utilisation du modèle traditionnel. Et ça fonctionne aussi bien en régime de dispersion normale qu'en régime de dispersion anormale. On peut aussi adjoindre du gain ou des pertes,
Et là encore, on note un excellent accord entre les sorties du réseau neuronal et ce qu'on obtient par les méthodes plus traditionnelles. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la dynamique euh, est excellente. Là, on a une précision sur plusieurs décades, ce qui nous permet de voir par exemple les ailes caractéristiques des impulsions. Enfin, on peut jouer aussi sur le profil de chirp, donc sur le profil de la phase initiale de notre impulsion. Et là, encore une fois, même conclusion, ça fonctionne très bien. On arrive à prédire des dynamiques qui sont très différentes, comme ici une remise en forme vers un profil plutôt parabolique, alors que là, c'est vers une impulsion qui présente un haut aplati. Dans un cas, on a élargissement spectral. Dans l'autre cas, on a au contraire une compression spectrale. Donc voilà, pour cette première étape, eh bien, les conclusions, c'est il est possible de bâtir un réseau neuronal qui se substitue à la résolution traditionnelle par la méthode de la transformée de Fourier à pas divisé de l'équation de Schrödinger non linéaire. J'ai maintenant passé à un autre exemple. Alors, dans ce second exemple, je vais plus partir d'une impulsion que je vais envoyer dans la fibre. Non, ici, je vais partir de plusieurs composantes spectrales qui sont régulièrement espacées. Donc, trois composantes spectrales, donc trois ondes. Ça correspond en langage non linéaire à un mélange à quatre ondes dégénérées. Alors, pour caractériser cette condition initiale, eh bien, je peux utiliser deux variables. La variable état qui va représenter eh bien, le rapport entre l'énergie que j'ai dans la composante principale sur l'énergie totale de mon signal et la variable phi ici qui correspond au déphasage entre mes différentes composantes. Cette condition initiale, quand je vais l'envoyer dans la fibre optique, après propagation, eh bien, la non-linéarité va créer une redistribution d'énergie entre les trois ondes et va modifier également la phase. Donc, mes deux paramètres vont changer. Si je veux connaître l'évolution de ces différentes composantes, eh bien, je peux repartir de mon équation de Schrödinger non linéaire et séparer mes trois fréquences. Ça va me donner un système couplé de trois équations. Une autre chose que je peux faire, c'est remarquer que le système peut être déduit d'une formulation hamiltonienne. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux variables conjuguées, dans ce cas-là, les deux variables cantoniques, sont état et phi. Donc les deux variables ici que je vais utiliser pour caractériser mon système. Et voilà les équations qui sont alors vérifiées par ces deux variables canoniques. Et il est intéressant, bien sûr, de représenter ce système hamiltonien dans l'espace de phase. Et on voit des belles trajectoires qui sont fermées et qui sont situées de part et d'autre d'une séparatrice qui va caractériser deux types de comportements différents. Alors, eh bien, on va essayer de vérifier ça également par un réseau neuronal. Là, le challenge, c'est qu'on va essayer de partir de résultats expérimentaux. Donc pour ça, on a bâti un système expérimental dédié où on va pouvoir jouer sur nos conditions initiales et mesurer nos résultats obtenus après propagation dans une faible longueur de fibre, assez faible pour qu'on n'ait pas de nouvelles composantes spectrales qui apparaissent. Donc on reste bien ici dans un échange d'énergie entre seulement trois composantes. Donc quand on fait ces différentes mesures expérimentales, on obtient eh bien, ce type d'enregistrement qu'on a pu réaliser pour différentes puissances de pompe. Et tout ça
Eh bien, ça nous a permis d'entraîner un petit réseau neuronal. Ici, le nombre de neurones qui sont impliqués est relativement réduit, seulement 12 neurones impliqués. Alors, ça va nous permettre de reconstruire la totalité de nos trajectoires et voilà les résultats qui sont prédits par ce réseau neuronal. Et c'est quelque chose qui nous plaît bien, parce que là, on retrouve les caractéristiques qu'on attend de notre système hamiltonien, c'est-à-dire des trajectoires qui sont fermées et deux types de trajectoires situées de part et d'autre, ici, d'une séparatrice qu'on peut imaginer. Il y a autre chose, du coup, aussi qu'on peut faire. Notre réseau neuronal, il nous prédit à la fois l'intensité et la phase spectrale. Donc, en faisant juste une transformée de Fourier, on revient dans le domaine temporel et on voit bien clairement que suivant là où on va se positionner, de part et d'autre de la séparatrice, on va avoir des dynamiques qui sont différentes et ces dynamiques temporelles ici sont en excellent accord, encore une fois, avec ce qu'on peut prédire théoriquement à partir du modèle réduit, à partir de l'équation de Schrödinger non linéaire. Donc, ça fonctionne bien ici en utilisant des résultats expérimentaux, ce qui est quand même plus ambitieux parce que nos résultats expérimentaux, ils ont une certaine erreur. On a des erreurs de mesure et on a aussi des erreurs intrinsèques au modèle qu'on a bâti expérimentalement. Alors, troisième et dernier exemple sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est toujours un mélange de plusieurs fréquences, mais cette fois-ci, on va laisser le processus se cascader et générer des composantes additionnelles. Donc là, on va développer tout un peigne de fréquences qui sont régulièrement espacées. Donc ça va nous amener à construire un réseau neuronal qui sera un petit peu plus gros. Et en sortie, on va prédire les composantes réelles et imaginaires de chacune des bandes. Et là, encore une fois, ça fonctionne bien et on est bien en mesure, encore une fois, de prédire les différentes dynamiques, aussi bien en régime anormal que normal, aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel. On a un excellent accord entre les prédictions du réseau neuronal et les prédictions obtenues par résolution numérique de l'équation de Schrödinger non linéaire. Et juste un petit mot, ici sur d'autres travaux qui ont été réalisés par les collègues de Besançon, où leur objectif, c'était de prédire, cette fois-ci, les propriétés des événements extrêmes qui peuvent se développer dans la phase d'instabilité de modulation. Donc là, c'est une onde continue qui va se briser en une succession de pics pouvant avoir une amplitude extrêmement importante. Et l'objectif, c'était de partir d'un spectre donné et de prédire à partir de ce spectre l'élément qui a la puissance la plus intense. Et encore une fois, le réseau convenablement entraîné a cette faculté de pouvoir prédire convenablement les événements les plus extrêmes. Or, tout ça, ça a conduit aussi à intégrer des termes supplémentaires dans l'équation de Schrödinger non linéaire. Ça peut être des termes dispersifs ou non linéaires d'ordre supérieur, comme l'efféramment. Tout ça pour aller chercher la génération de supercontinuums avec éventuellement des structures de réseau qui sont plus évoluées. Donc précédemment, tous les exemples que j'avais montrés, c'était des réseaux neuronaux simples, mais il y a toute une littérature qui cherche à maintenant aller chercher, aller tester des réseaux avec des structures plus complexes, des réseaux qui pourraient être plus performants. Donc
sur ça, hein, on a maintenant plusieurs dizaines de publications qui comparent les potentialités de chaque architecture neuronale. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie où on va utiliser des nouvelles techniques d'apprentissage pour pouvoir prédire cette fois-ci les paramètres optimaux à mettre en œuvre. Alors, nous allons pouvoir reprendre le problème que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire un ensemble de données pour lequel on a les conditions initiales et les différents profils d'intensité temporelle et spectraux qu'on peut associer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner notre réseau neuronal dans le sens opposé. C'est-à-dire que nos données initiales, ça va être nos profils d'intensité temporelle et spectraux, et on va demander au réseau neuronal de nous trouver les paramètres à mettre en œuvre pour obtenir ces profils dans le domaine temporel et spectral. Donc on refait ici un apprentissage. Et du coup, on va donner ces profils à ces cibles et est-ce que le réseau neuronal est capable de nous retrouver les paramètres normalisés qui donnent des telles propriétés en sortie? Eh bien, la réponse, c'est oui. On a très peu d'erreurs sur ces paramètres retrouvés. On a vraiment une très très belle précision. Ça marche diaboliquement bien ici pour une impulsion gaussienne. Et ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. En effet, on n'a rien qui nous dit que pour un profil temporel et spectral donné, on a une seule combinaison qui peut donner ce genre de profil en sortie. On peut aussi s'amuser à varier les conditions initiales en termes d'impulsion, de forme d'impulsion d'entrée, en mélangeant des impulsions gaussiennes, séquences hyperboliques, des paraboles ou bien des impulsions aplaties. Et là encore, après entraînement, notre réseau neuronal, eh bien, il est capable de retrouver tout seul la forme qui est la plus pertinente. Donc ça marche très bien. Maintenant, en fait, quel est l'avantage du réseau neuronal? C'est quand on va essayer de répondre à un objectif en sortie. On va se fixer, par exemple, une cible, un gabarit à atteindre et on va essayer d'y aller brutalement, de tester un maximum de combinaisons pour pouvoir réaliser une cartographie de notre espace des paramètres et voir quelles sont les combinaisons qui peuvent permettre d'atteindre la cible. Alors, ce genre d'approche bête et méchante, hein, ça ne fonctionne pas si on prend l'équation de Schrödinger non linéaire, tout simplement parce qu'on aurait besoin d'un temps de calcul qui serait beaucoup trop élevé pour calculer toutes les combinaisons pour couvrir notre espace. C'est là où la puissance des réseaux neuronaux va être intéressante parce que ce que j'ai pas encore dit, c'est pourquoi on essaye de développer ces alternatives à la résolution par la transformée de Fourier à pas divisé. Si on a cherché du côté des réseaux neuronaux, c'est parce que c'est une solution qui est extrêmement rapide. On va gagner en termes de temps de calcul de 4 à 5 ordres de grandeur. Donc on va avoir une solution qui va nous calculer les propriétés de sortie extrêmement rapidement. Donc c'est ça qui va nous permettre de tester des milliers de combinaisons pour pouvoir ensuite retenir celles qui correspondent à nos objectifs. Donc là, on a vraiment un nouvel outil qui nous permet de cartographier l'intégralité de l'espace. Ça, c'est quelque chose que les algorithmes génétiques, que nous verrons un peu plus tard, n'est pas capable d'apporter. Alors, un exemple où ça peut être mis en œuvre, hein, là j'ai repris le réseau neuronal que j'avais présenté pour la génération d'un combe et je lui ai demandé de me trouver l'espace des paramètres qui conduit à un combe ici qui est plat. Et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Il me trouve une combinaison avec une dizaine de lignes qui ont quasiment le même niveau. Et
Ce qui est extrêmement intéressant, hein, c'est une visualisation de l'espace des paramètres pertinents. Je peux faire la même chose pour un autre problème. Ici, le problème est assez différent, c'est qu'on est parti de 3 composantes spectrales qui ont la même intensité. Et notre objectif, assez étrange, c'est d'essayer de remettre le maximum d'énergie sur la composante centrale. Donc essayer de refocaliser l'énergie sur, la composante à, fréquence nulle. Ici, hein, on parle de fréquence optique relative à la fréquence centrale. Eh bien, cet espace de paramètres, on peut encore une fois mouliner tout l'espace des combinaisons possibles et on trouve qu'il y a une petite nappe avec une phase relative entre les composantes de pi sur 2 qui permet d'obtenir de tels résultats. Et ça, avec une telle représentation, ça va orienter aussi notre recherche d'une solution éventuellement analytique. Et là, on peut encore une fois visualiser ce processus, soit à partir du réseau neuronal, ici c'est l'évolution des énergies obtenues grâce au réseau de neurones, et ici à partir d'équations de Schrödinger non linéaires résolues par la transformée de Fourier à pas divisé. On a bien sûr le même résultat parce que notre réseau neuronal permet de se substituer complètement à l'approche traditionnelle. Alors, on va regarder maintenant comment on a des algorithmes assez différents qui vont nous permettre de gagner en connaissance sur les dynamiques non linéaires qui peuvent émerger dans notre fibre optique. Alors, on reste autour de notre équation maîtresse qui régit la propagation dans notre fibre optique monomode. Donc, on étudie toujours notre équation de Schrödinger non linéaire. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le profil d'intensité qu'on a en sortie pour différentes conditions initiales. Donc, on essaye de couvrir une grande partie de l'espace, d'avoir les profils d'intensité temporelle sans d'informations sur la puissance crête, hein, donc on les a normalisés, et on va demander à un algorithme de classification de nous faire des paquets de ces profils d'impulsion. Donc l'algorithme qu'on a choisi, c'est l'algorithme le plus simple, hein, le premier qu'on apprend, c'est l'algorithme du Kamins, et il va nous sortir, par exemple, 5 clusters qui vont varier suivant le régime de dispersion normal ou anormal. Donc ces clusters, hein, ils sont obtenus par l'analyse complète du profil d'intensité, et on voit que si on se restreint à la largeur temporelle de l'impulsion à travers son paramètre de largeur root mean square et au paramètre de la forme de l'impulsion à partir de son moment d'ordre 4, donc du kurtosis, on voit que les différents clusters sont pas bien séparés, hein. On voit qu'on a par exemple le vert, le bleu et le jaune qui vont venir se superposer. Donc, cette classification, hein, c'est plus complexe que juste un paramètre de forme et une largeur temporelle. Alors, bien sûr, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est d'attribuer une signification physique à chacun de ces clusters, au moins voir si on peut relier ça à une certaine intuition. Alors, la partie bleue, hein, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est la zone qui correspond euh, à une propagation qui n'a pas encore trop changé les profils de notre impulsion. Ici, les changements sont encore minimaux dans cette zone bleue, qu'on soit en régime de propagation normale ou bien dans cette zone ici en propagation anormale. Maintenant, la zone violette, en régime de dispersion normale, eh bien physiquement, ça correspond à la zone où notre impulsion va commencer à voir sa forme évoluer et où elle va progressivement se transformer en une impulsion de forme parabolique qui va ensuite évoluer vers une forme donnée où la forme ne variera plus. On aura juste élargissement temporel, c'est le régime spectronique. Alors cette zone
en violet, hein, c'est ce qu'on appelle l'étape de rupture d'onde. Et il existe une loi approximative, analytique, qui la prédit. C'est ce que j'ai ici représenté par la ligne continue noire. Et on voit qu'elle est capable de bien représenter ce qu'a automatiquement trouvé l'algorithme de classification. Alors, si on essaie d'interpréter maintenant ce qu'on a en régime anormal de propagation, on a toujours la zone bleue, mais on voit qu'on a des îlots bleus qui sont également présents à des distances normalisées de propagation qui sont autour de pi sur 2. Eh bien, ça, on sait l'expliquer physiquement parce que ces îlots, ça correspond à une des propriétés des solitons qui sont capables de se reformer à intervalles réguliers, donc typiquement pour cette distance caractéristique. On a aussi des îlots jaunes. Ces îlots jaunes, ils correspondent à la distance à laquelle l'impulsion va se comprimer. Et on voit que la limite analytique du point de compression maximale, ici en pointillé noir, est bien située dans cette zone de compression d'impulsion. Enfin, la dernière zone, le dernier cluster qui est automatiquement identifié, c'est le cluster qui correspond à la séparation de l'impulsion en deux sous-impulsions. Et là, encore une fois, on voit qu'on a alternance de séparation, de compression et de reconstruction. Tout ça, c'est caractéristique de la dynamique d'un soliton qui se propage en régime de dispersion anormale. Alors, un moyen aussi d'obtenir une vue, hein, c'est de regarder le profil typique de ces différentes régions. C'est obtenu par ce qu'on appelle le centroïde de ces différents clusters et ça confirme bien toute l'interprétation qu'on a pu ici discuter. Alors, je vais rebasculer maintenant au précédent problème que j'avais évoqué, qui concernait l'échange d'énergie dans le cas où je me limite juste à trois composantes et où mon système est régi par un système de deux équations couplées sur le ratio entre l'énergie contenue dans la composante centrale sur l'énergie totale et sur le deuxième paramètre étant la phase relative de toutes ces composantes. Donc tout ça, comme j'ai déjà dit, ça crée des orbites qui sont fermées, deux types d'orbites de part et d'autre d'une séparatrice. Et là, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si à partir de ces orbites, est-ce qu'il est possible de retrouver ces équations caractéristiques? Donc là, on suppose qu'on n'a aucune connaissance de ces équations, qu'on connaît juste ces différentes orbites. Et là, la solution qui nous est apparue intéressante à mettre en œuvre, c'est une solution qui a été proposée par Kurtz et Burton, qui s'appelle SINDAI, Sparse Identification of Non-Linear Dynamics. Et comment ça fonctionne? Eh bien, on part des propriétés de ces différentes trajectoires. Donc ici, chaque trajectoire, hein, c'est état FI et on a une concaténation de multiples trajectoires. Ce dont on a besoin, c'est également trouver la dérivée des caractéristiques de cette trajectoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va calculer éventuellement numériquement. L'étape suivante, c'est de constituer une bibliothèque de fonctions. Donc on va mettre dans cette bibliothèque toutes les fonctions qui vont nous permettre de connecter les deux ensembles qu'on a précédemment établis. Donc on va chercher des fonctions ici qui ont un sens physique, hein. Ça peut être des puissances, des variables impliquées, ça peut être des produits croisés, ça peut être aussi des fonctions qui sont des fonctions trigonométriques. On voit bien ici qu'on a une certaine périodicité, donc ça nous laisse penser qu'on a un tout intérêt à prendre en compte des sinus et des cosinus des différentes variables. Et ce que va faire cet algorithme SINDAI, c'est qu'il va identifier les termes pertinents pour connecter les deux états. Et il va trouver aussi les coefficients à mettre en œuvre. Donc tout ça,
Ça a été implémenté tout d'abord sur des données sans bruit. Donc là, le principal acteur de ce travail, hein, c'est Andrei Ermolaïev, sous la direction de John Dudley à l'Institut FemtoST. Et les résultats sont assez impressionnants parce qu'on retrouve eh bien, nos différents coefficients avec quasiment aucune erreur. Ici, c'est pour des données parfaites, mais Andrei Ermolaïev a également étudié ce qui se passait quand les données initiales présentaient un certain bruit. Et si on prend quelques précautions, eh bien, la méthode Sendai va encore une fois convenablement fonctionner et on va retrouver les paramètres à mettre en œuvre pour avoir un modèle tout à fait satisfaisant. La troisième piste pour permettre de mieux comprendre ces dynamiques non linéaires, eh bien, elle nous a été inspirée par vouloir connaître ce qu'on avait à différentes distances de propagation et à différents instants. Ce qu'on voulait identifier, c'était dans l'équation de Schrödinger non linéaire, quelles sont les quantités qui ont le plus d'impact dans la dynamique à un endroit et à un instant donné. Donc pour ça, l'une des techniques qu'on a retenues, c'est encore une fois un travail de Coates et Burton. Et cette fois-ci, ils ont intitulé leur technique Data Driven Dominant Balance. Et ça permet vraiment d'avoir une information locale sur les effets qui prédominent. Là, encore une fois, c'est des travaux qui ont été mis en place hein, par Andrei Ermolaïev et John Dudley. Et ça aboutit à une cartographie des zones pour lesquelles on a l'anolinarité Kerr qui domine. C'est typiquement les zones ici teintées bleues. Et en orange, c'est les zones où il est nécessaire de prendre aussi bien en compte la dispersion que la non-linéarité. Donc on voit que ce problème initial d'instabilité de modulation, eh bien, on a deux types de zones qui interviennent. Soit c'est la non-linéarité Kerr qui prédomine, soit il faut également prendre en compte la dispersion. Alors, on peut mener également ce genre d'études sur des impulsions, et on peut aussi raisonner aussi bien sur le domaine temporel que sur le domaine spectral. Là, c'est un deuxième exemple pour lequel c'est une impulsion gaussienne se propageant en régime normal qui a été étudiée. Et dans cette configuration, on voit qu'il y a certaines zones qui sont les ailes de l'impulsion et les ailes du spectre où il y a seulement la dispersion qui est localement dominante. Donc ça va être une information qui pourra être utile si on veut avoir un modèle simplifié capable de juste décrire ce qu'on a dans les flancs de l'impulsion et notamment l'élargissement subi par cette partie. Alors, il y a d'autres zones hein, où seule la non-linéarité va influer le comportement. C'est notamment la zone plate à la fois du domaine temporel et du domaine spectral. Et autour de cette zone centrale, eh bien, on a un mélange de non-linéarité et de dispersion. Alors, ce type d'analyse, hein, il n'est pas restreint uniquement à l'équation de Schrödinger non linéaire. Et dans cette publication, Andrei Yermolaïev a également discuté les effets de dispersion d'ordre supérieur ou bien de termes non linéaires supérieurs comme la diffusion Raman. Eh bien, j'en arrive à la dernière partie de cette présentation. Et ce qui va maintenant m'intéresser, c'est l'utilisation des techniques d'apprentissage dans le cadre des lasers dits intelligents. On va donc maintenant parler de lasers à fibres. Ces lasers à fibres, eh bien, c'est une cavité constituée de fibres optiques qui inclut notamment un amplificateur à fibre optique. Il nous faut également un absorbeur saturable et parmi les processus qui nous permettent de réaliser eh bien, le verrouillage de mode, il y en a un qu'on aime bien, c'est la rotation non linéaire de polarisation.
Ça nous donne des lasers qui ont un coût réduit, une bonne stabilité et capables de générer des impulsions pico ou femtosecondes. Le seul inconvénient, c'est que pour ça, on a besoin généralement d'une phase de réglage un petit peu empirique où on doit ajuster à la main l'état de polarisation dans la cavité. Donc c'est sur ce point que les gens ont cherché à travailler. Et pour ça, ils ont cherché à remplacer cette étape manuelle par une étape toute automatisée. C'est ce qu'on appelle la recherche sur les lasers intelligents. Et ça fonctionne plutôt bien. Automatiquement, la cavité est en mesure de trouver un état qui permet de générer un train d'impulsion bien modeloqué, c'est-à-dire des impulsions qui se répètent identiques à elles-mêmes tous les tours de cavité. Donc, dans le domaine temporel, des impulsions qui ne bougent pas. Dans le domaine spectral, un spectre également qui n'évolue pas. Et dans le domaine du spectre radiofréquence, des composantes qui sont régulièrement espacées avec une séparation fréquentielle qui correspond au taux de répétition de la cavité, c'est-à-dire eh bien, directement lié à la longueur de fibre qui est mise en œuvre dans le laser. Alors, en jouant sur les algorithmes, hein, il est possible d'augmenter le taux de répétition et de faire un verrouillage harmonique où on va doubler le nombre d'impulsions par cycle, tripler, et dans ce cas-là, ça va avoir un impact en espaçant davantage les composantes dans le spectre radiofréquence. Derrière tout ce processus, hein, c'est souvent un algorithme génétique, un algorithme d'évolution qui est mis en œuvre. Alors, comment ça fonctionne? Le but, ça va être de relier des mesures à une action sur la cavité. Donc, pour ça, on va considérer une configuration du laser comme un individu. Une configuration, c'est défini par plusieurs paramètres de la cavité. Chaque paramètre va être vu comme un gène. Donc, si on teste une vingtaine de configurations différentes, ce sera 20 individus. Et si on joue sur 4 paramètres pour chacune des configurations, ce sera 20 individus à 4 gènes. Donc tout ça, ça va nous faire une population initiale. Pour chacune de ces populations, on mesure le résultat issu de la cavité, donc les propriétés temporelles, spectrales du champ qu'on a en sortie du laser. Et on va comparer ça à notre objectif. Donc on va générer une fonction de coût qui nous permettra de dire si le fonctionnement du laser correspond à notre objectif ou pas. Si ça correspond à l'objectif, eh bien, c'est gagné. Sinon, eh bien, on va sélectionner uniquement une partie des meilleurs individus. Donc, on va isoler les configurations expérimentales qui donnent des résultats les plus proches de nos attentes. Et on va faire des opérations de croisement entre les gènes de ces différentes configurations. Et on va également faire des opérations de mutation en modifiant les valeurs de certains des gènes. Et tout ça, ça va nous donner une nouvelle population. On va appliquer les paramètres de cette nouvelle population à notre cavité. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Et normalement, si tout se passe bien, ça doit relativement vite converger. Alors, notre objectif, c'était pas de refaire ce qui a déjà été démontré par les autres groupes. On s'est intéressé dans un travail qui a beaucoup impliqué l'université d'Aston sur Boscolo et le groupe de Jiaotangpan de l'université normale de Chine de l'Est, à l'étude de structures respirantes, de structures pulsantes qu'on appelle ici des breathers. Alors, ces structures, la particularité qu'elles ont, c'est que tour après tour, elles ne vont pas se reproduire identiques à elles-mêmes. C'est-à-dire le profil temporel et spectral des impulsions qu'on enregistre à chaque tour du laser va légèrement varier. Mais cette variation va être périodique.
Donc, on va avoir une autre période qui va apparaître dans ce processus, une autre fréquence qui va jouer. Donc, ici, hein, on voit des variations qui peuvent être très fortes pour les propriétés temporelles et aussi pour les propriétés spectrales. Et on peut aussi générer des paires de ces impulsions à respiration. Et on peut également générer bien, des molécules, c'est-à-dire des groupements de plusieurs de ces impulsions. Là, c'est une molécule tétra-atomique avec 4 constituants. Eh bien, on a essayé de mettre tout ça en œuvre, enfin, plutôt les collègues de Jensen Bang, car c'est là-bas qu'ont été réalisées toutes les expériences. Donc, une cavité, ici c'est une cavité typique qui a été utilisée. Euh, la rotation non linéaire comme processus de verrouillage de mode. Donc ça, c'est si on n'utilise pas de laser intelligent. Un point important, c'est tous les processus de diagnostic. Ça, c'est un point qui est délicat pour l'objectif qu'on a, parce que comme les propriétés évoluent tour après tour, il ne suffit pas d'enregistrer le profil moyen d'impulsion. Ça ne va pas être suffisant parce que notre impulsion, elle ne fait qu'évoluer. Donc, il faut être capable d'enregistrer vraiment tour après tour les variations, par exemple spectrales de l'impulsion, et ça va être rendu possible grâce à une technique qui est la transformée de Fourier dispersive, qui va nous permettre de capturer l'évolution spectrale de chaque impulsion sur un oscilloscope, et de le mettre en mémoire et de reconstituer derrière des cartes. Il nous faut un moyen de remplacer ce dispositif empirique par différents dispositifs sur lesquels on peut avoir une action. Et il faut le processus d'évolution. Vous voyez ici, c'est une population qui tourne autour de 40 individus. Et ça, ce qu'il nous faut, c'est un objectif. Donc, il faut trouver un moyen de caractériser les trains d'impulsion générés pour être sûr qu'on a bien le type de comportement qu'on obtient. Et là, c'est pas forcément quelque chose de si simple. Et parmi les critères qui nous ont beaucoup aidés, c'est le spectre radiofréquence, parce qu'il y a une marque intrinsèque à cette respiration. Donc sur le spectre radiofréquence, on va avoir un pic bien marqué qui correspond au taux de répétition à la fréquence de notre cavité laser, et au pied de ces pics, on va avoir d'autres pics dont l'espacement va être régi par la fréquence de respiration. Donc là, on voit bien hein, que dans notre système, on va avoir deux fréquences et il y aura de belles dynamiques qu'on pourra observer entre ces fréquences. Et donc, le groupe de Ginseng a essayé de mettre tout ça en œuvre et ça fonctionne très bien. Ils sont capables comme ça de générer à la demande des trains d'impulsion respirantes, de contrôler à la fois l'amplitude de cette respiration et également la période, et puis de générer des molécules de ces impulsions respirantes. Donc un très beau contrôle sur ce qu'on a en sortie du laser, chose qui n'était pas alors possible en utilisant uniquement des réglages empiriques. Cette utilisation, cette automatisation du laser, ça a également été extrêmement utile pour découvrir d'autres belles dynamiques non linéaires qu'on peut avoir dans cette cavité. Là, vous voyez, c'est un exemple où on a le comportement périodique obtenu pour une puissance de pompe de 73 milliwatts. On a bien ces variations des propriétés temporelles ou spectrales tour après tour. Maintenant, si on change juste un tout petit peu, au lieu d'avoir 73 milliwatts de pompe, on passe à 74 milliwatts, eh bien, on voit que notre périodicité s'améliore et que désormais, eh bien, on a une régularité qui s'étend sur 5 pulses qui est bien meilleure. Et ça va être particulièrement reflété sur le spectre radiofréquence. On voit que les deux spectres ont des formes qui sont radicalement
différentes. L'un est beaucoup plus large que l'autre. Quand on est dans le second cas, on a quasiment un Dirac. Ça va nous conduire à dire que le deuxième cas correspond à un état qui est verrouillé en fréquence. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la finesse ici, vous voyez, de ce pic est extrêmement basse et on est également très stable au niveau de la fréquence centrale. Alors que dans l'autre cas, dans le cas où on est non verrouillé, on peut avoir des fluctuations au cours de temps. Donc, on a vraiment, dans le second cas, un accrochage des deux fréquences qui permet d'obtenir une belle stabilité. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant parce que là, nos deux fréquences sont intrinsèquement générées dans la cavité, contrairement à ce qu'on peut trouver dans la littérature, où souvent ce type d'étude a été réalisé avec une fréquence qui est imposée à l'extérieur par exemple un modulateur dans la cavité. Alors derrière, ça a permis d'aller explorer une belle physique, hein, je vais juste en dire quelques mots ici. En changeant les puissances de pompe, on a pu voir ces paliers apparaître où on a ce verrouillage entre les fréquences de répétition et les fréquences de respiration. Ce qui est beau, c'est que la taille des paliers va varier. On voit qu'on va avoir des paliers de plus en plus courts. Donc là, on a des dimensions des paliers qui varient de façon fractale. C'est ce qu'on appelle une échelle du diable. Et autre point qui est intéressant, c'est que la fréquence caractéristique ici de ces paliers, eh bien, elles n'apparaissent pas au hasard. Si on regarde les deux plus grands paliers, on a une fréquence d'un cinquième et de 2/9 de la fréquence de répétition. Maintenant, on peut prédire la fréquence du palier suivant. Il suffit pour ça bien, de construire une hiérarchie de Faraday où on va additionner les numérateurs et les dénominateurs des deux paliers caractéristiques précédents. Et ça va nous donner 3/14. Maintenant, si on recombine encore tout ça, les paliers plus courts, ce sera 5/23 et 4/19 et ainsi de suite. Donc là, on a un très bel exemple d'un arbre de Faraday. Bon, j'ai terminé par deux autres configurations qui ont été étudiées d'une part, encore une fois, par le groupe de Tsai-Ping. La première, ici, avait comme objectif de générer des impulsions qui se démarquaient de manière extrêmement significative de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y avait après. Donc là, l'idée, c'est de poursuivre une analogie avec ce qu'on peut avoir au niveau hydrodynamique et d'avoir des impulsions scélérates, des impulsions même super scélérates, parce que le seuil de ces impulsions est extrêmement plus élevé que ce qui les entoure. Ça, la difficulté ici, c'était que le processus n'est pas un processus stationnaire. On a quelque chose ici qui serait plutôt de nature aléatoire, mais sur lequel on arrive à avoir un certain contrôle. Et la deuxième application qui a été développée par nos collègues de Besançon avait pour objectif de générer des impulsions avec le spectre le plus large possible en sortie. Donc on voit que grâce à un réglage de la cavité fin, eh bien, des spectres significativement plus larges que ceux qu'on aurait dans des conditions traditionnelles peuvent être générés. Et là, il faut aller chercher des petits îlots euh, où on a cet élargissement aussi large. Et seuls là, les algorithmes génétiques vont nous permettre bien, d'aller trouver ces îlots extrêmement fins. Eh bien, j'en arrive maintenant à ma conclusion. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette présentation, c'est différents exemples simples,
volontairement, je ne suis pas allé chercher les techniques les plus évoluées. Au contraire, je suis allé chercher les techniques, on va dire, les plus basiques dont on dispose. Rien qu'à travers ces différents exemples, j'espère vous avoir convaincu que il y a un très gros potentiel autour de ces techniques d'apprentissage machine, qu'elles sont extrêmement variées, qu'elles peuvent répondre à des besoins extrêmement différents, qui peuvent être très appliqués, mais qui peuvent également être beaucoup plus théoriques. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on est encore qu'au début de l'utilisation de ces outils d'apprentissage machine. Ils sont en train de se diffuser. On a ces ressources qui sont généralement assez facilement accessibles, donc ça vaut vraiment le coup de s'y plonger pour voir découvrir par soi-même ces différentes possibilités. Eh bien, je vous remercie. Je remercie aussi tous les collègues dont j'ai mentionné les noms, et puis tous les collègues aussi qui ont pu nous accompagner à travers différentes discussions. Je remercie aussi tous les sponsors et notamment l'ANR à travers le projet Optimal.